Donc Edmond, ici on est dans une exposition consacrée aux 80 ans de la libération de la commune d'Isola. C'est ça. Oui, c'est lié justement à cet événement évidemment marqué nationalement. Et après le débarquement du 15 août, pardonne-moi, du 15 août donc en Provence, le débarquement en Provence, qui évidemment s'est répercuté ici dans un deuxième temps, c'est-à-dire donc c'est à partir du 3 septembre 1944 où effectivement les Américains sont arrivés à Isola après un périple évidemment qui repart du débarquement dans le Var, hein, sur le littoral et derrière, et ensuite la libération de tout le sud avec donc pour nous, la libération de Cannes, de Nice, la Turbie et ensuite ils sont remontés sur les vallées. Et nous, c'était donc des Américains qui ont été parachutés donc le 15 août à la Motte, à côté de Draguignan. Voilà. Donc c'est cette représentation. C'est un ensemble d'images qui proviennent de plusieurs sources que j'ai recueillies un petit peu dans tous les éléments. Et il y a une forte participation des Américains dont je raconterai un petit peu l'histoire tout à l'heure au cours de cette visite. Voilà. Alors, sur la première partie, il y a des photos qui montrent des endroits que l'on connaît sur Isola 2000, puisqu'on a l'habitude de voir ces fortifications. Voilà, oui, je les ai repris justement. Enfin, c'est une image, c'est une idée qui situe un petit peu des choses qu'on ne voit pas souvent, c'est-à-dire l'activité de l'armée italienne, parce qu'effectivement la frontière était différente depuis 1860. Le territoire de la commune d'Isola a été divisé en deux parties. Une partie qui était de nationalité, enfin en tous les cas de territoire en Italie, et ensuite une partie qui était en France. Et donc l'Italie a beaucoup évidemment agi sur la partie qui était en Italie, et qui est sur la commune d'Isola, mais dans laquelle effectivement ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, quoi, pratiquement. Et donc ils ont, dans une période de pré-guerre, beaucoup construit d'ouvrages militaires stratégique justement, et je voulais retracer un petit peu l'activité qu'il y avait justement de l'armée italienne que les gens ne connaissent pas. Voilà, et j'ai repris justement un coin particulier qui est le Val de Sainte-Anne, avec les premières photos sur donc l'armée italienne en activité dans l'après-guerre, et ensuite le secteur du Chastellar, donc près d'Isola 2000, où effectivement l'armée italienne était entièrement présente et a beaucoup œuvré pour justement construire et organiser justement cette défense, puisque enfin c'était la défense aussi, donc de tout ce secteur qui bénéficiait à l'époque à l'Italie. Voilà. Mais auparavant, j'ai voulu justement un petit peu, avant la libération, marquer quelques éléments forts qui se sont passés, entre autres donc d'une part le début de la guerre, donc avec la déclaration en 1940, juin 40, de la déclaration de guerre à la France, de l'Italie à la France. Et la première chose qui a été
qui a été manifesté à ce moment-là, c'est le fait que les villages de la Haute-Tinée ont été, les gens ont été, sont allés ailleurs, ils ont quitté le village par obligation, et leur village, et ils sont passés par l'école. À Isola, c'était l'école de La Valette. Ils sont partis à Anote pendant tout le mois de juin, parce qu'effectivement, il y a eu une déclaration de guerre, et c'était évidemment une situation dangereuse, et en même temps, c'était une façon de préserver bien sûr la population. Les gens sont partis en quittant tout. Ils laissaient que leur maison sur place, et donc ils ont laissé le bétail aussi en partie parce qu'effectivement ils ne pouvaient pas l'amener avec eux. Alors là c'est dans une colonie de vacances. Et ils sont restés tout le mois là-bas, et donc c'est tous les jeunes, enfin un certain nombre de jeunes, bien sûr, une photo que j'ai recueillie, qui étaient pendant toute cette période, donc transférés là-bas, voilà. Mais ça a été également la même chose à Saint-Étienne-de-Tinée ou à Saint-Dalmas, les Selvages qui effectivement sont passés par d'autres cols et ont été accueillis par des communes qui étaient de Saint-André-les-Alpes, justement pour recevoir toute cette population qui était quand même importante. Voilà. Donc ça c'est une image intéressante. Parce qu'effectivement, elle retrace cette phase difficile, mais bon, qui était en fait une sauvegarde. Voilà. Hein. Ensuite, donc j'ai évoqué un petit peu l'occupation italienne. Alors donc, à la suite donc de la déclaration de guerre, l'Italie a occupé, l'armée italienne a occupé le village d'Isola, donc occupé tout le secteur du clocher Saint-Pierre, là, à côté de la gendarmerie, qui se trouvait à la limite de l'ancien État italien, mais qui était en France. Mais bon, l'armée italienne a occupé entièrement le village. Voilà. La frontière italienne sur le cheminement à partir donc du village. Pour aller à Isola 2000 actuelle, la frontière se trouvait à 2 km du village, donc tout près. Mais l'armée italienne a occupé directement tout. Voilà. Et donc, c'est le secteur, encore une fois, du Chastella. On voit la caserne, on voit les fortins du Chastella, et effectivement, avec évidemment, occupé, utilisé par l'armée italienne, puisque c'était elle qui était dans son territoire. Voilà. Donc, effectivement, c'est intéressant avec ça. On voit évidemment une messe qui était faite pour les militaires. Là, c'est les canons de l'armée italienne. Et là, c'est un campement qui se trouve dans le Val de Sainte-Anne et qui montre un petit peu le climat dans lequel l'armée italienne était. Mais oui, c'est assez détendu, bien sûr. Mais malgré tout, bon, c'était évidemment en prévision de situations guerrières, quoi. Voilà. Ensuite, donc une autre phase intéressante, c'est que les gens connaissent peu, c'est qu'effectivement les Isoliens, dans la phase suivante, quand ils sont revenus au village, ainsi de suite, les Isoliens, dans la période de 1943, ont, comme d'autres villages du Haut-Pays, accueilli des Juifs qui étaient poursuivis. Et donc, là, il s'agit donc d'une photo que j'ai recueillie vraiment de façon exceptionnelle, quoi. C'est parce que visiblement les gens n'avaient pas d'appareil photo à ce moment-là. C'est une famille qui a été accueillie justement par Charles Agnelli, et là c'est son fils donc Zézé, que tout le monde connaît.
et qui est mon grand-père d'ailleurs, enfin pas en tous les cas le grand-père Agnelli, avec le réfugié juif, et qui donc était au Pras-Obéran, c'est-à-dire près du col de la Valette, ici, en montagne, évidemment, est caché. Et c'est vrai que ça n'a pas été souvent évoqué. C'est vrai que c'était quand même risqué d'accueillir ces gens-là, quoi. Évidemment, c'était comme Saint-Martin-Vésubie l'a fait aussi de façon plus importante, mais qui était plus organisée. Bon, pour justement sauver leur, enfin, en tous les cas, les aider et éviter qu'ils soient pris justement par les Allemands. Et voilà, donc c'est un fait intéressant que j'ai voulu souligner. Voilà. Ensuite, donc, on passe au 15 août 1944, après le débarquement donc, en Provence, avec justement, particulièrement, deux groupes de l'armée américaine, des parachutistes, appartenant au bataillon du 551e, donc de parachutistes, qui a été amené dans le Var au moment du débarquement le 15 août et qui a été parachuté dans un petit village qui s'appelle La Motte. Et là, il y a 950 justement militaires de ce bataillon qui ont débarqué et qui ont une action très forte tout de suite après, hein, c'est de prendre le commandement allemand de Draguignan, qui était la ville importante voisine, et avec une bataille très, très, très violente, hein, mais ils ont réussi à prendre ce commandement, et quand ils ont fait prisonnier le général et son équipe, et ensuite c'était une propriété qui s'appelait la Villa Gladys, et donc ils ont évidemment pris possession de cette propriété, fait prisonnier l'équipe de commandement, et ensuite ils ont fouillé, évidemment, enfin ils ont évidemment visité le bâtiment, et ils ont trouvé plein de choses. Ils ont trouvé entre autres dans les sous-sols des caisses de billets de banque, hein, des billets de banque de monnaie française, de monnaie allemande, d'objets importants que l'armée allemande avait pris, quoi, voilà. Et donc ils sont passés dans la rue et ils ont distribué les billets comme ça à la population, quoi. Ce qui était quand notre protégé là, Joe Ciccinelli, dont je reparlerai tout à l'heure, donc c'était quand même remarquable et de faire cette opération. Ils ont évidemment descendu le drapeau de la croix gammée, donc allemand, et ensuite donc pris possession de cette construction, voilà. Et en visitant entre autres le bureau du général allemand, ils ont fouillé évidemment et ils ont trouvé dans le bureau même le meuble, ils ont trouvé dans un tiroir un appareil photo, c'était l'appareil photo du général, et qui avait avec quelques pellicules. Et donc ils l'ont emporté avec eux dans tout le périple de libération, de Cannes, enfin ainsi de suite. Et cet appareil photo, donc ils l'ont gardé et ils l'ont utilisé quand ils sont arrivés à Isola, puisqu'en fait, après les libérations de Cannes, ainsi de suite, dont j'ai parlé tout à l'heure, ils sont montés dans la Vésubie
et le siège a été établi à Saint-Martin-Vésubie, et ensuite tout le bataillon a été réparti dans les villages du Haut-Pays, voilà, et entre autres les vallées de la Tinée et les vallées de la Vésubie. Et donc, arrivé à Isola, justement, ils sont restés. Enfin, c'était quand même pas la détente, mais c'était quand même. Ils sont restés trois mois, et ils ont eu le temps de prendre beaucoup de photos avec cet appareil. Ils ont, au fur et à mesure, puisqu'ils avaient un service de postal, ils ont envoyé ces photos, ces pellicules donc utilisées ici, ils les ont envoyées évidemment aux États-Unis, et ces photos nous ont été en partie retournées, enfin en tous les cas données, si vous voulez, un petit peu à la collectivité. Lors de visites plus tard, donc bien après la guerre, en visite justement pour commémorer, disons, toutes les manifestations patriotiques. Et donc à ce moment-là, ils ont rapporté un certain nombre de photos qui sont en partie là. Et donc c'est vraiment un apport essentiel, puisqu'il avait au moins une centaine, et donc des photos toujours prises donc avec l'appareil du général. Ils ont pris des photos vraiment de la vie locale quand ils pouvaient le faire. Et en dehors de force depuis dit. Oui, quelques images fortes, quoi. Et donc on voit bien un enfant qui, donc dans un pré, regarde un militaire allemand, américain, pardon, oui, et qui donc pose justement pour l'image, quoi, je suppose, hein, voilà, mais qui était une très très belle photo, justement, dans sa signification, quoi, rapport en même temps chaleureux avec les gens. Ça c'est des jeunes, ça c'est pareil, d'adolescents, ça c'est aussi, c'est pareil, il appelait Johnny, ce garçon, je ne sais pas qui c'est, mais c'est un garçon isolien, et voilà, donc effectivement c'est fort comme image, on voit bien. Et alors là c'est les deux militaires donc américains, avec 3 jeunes filles isoliennes, et dont une, vous voyez, celle du milieu, là, qui était plus jeune que les autres, mais donc qu'on voit sourire, enfin, ainsi de suite, très, très fortement. Et j'ai repris cette photo, une photo de Joe qui est ici. J'ai repris justement lors d'une commémoration au village, c'était en 94, la même personne qui est ici. Avec soit la photo d'origine, hein, c'est celle-là, et Joe, donc Claudine Liprandi, 50 ans après, quoi. Effectivement, c'est très fort comme image, voilà. Donc, effectivement, alors il y a des gens qui pensent même qu'elle serait partie avec lui, mais pas du tout. En fait, c'est 50 ans après et ça se revoit, quoi, pratiquement, hein, voilà. Et donc, c'est fort, quoi, voilà. Et là, maintenant, c'est donc les militaires américains avec les résistants français, les FFI, des maquisards italiens et des gens des volontaires locaux qui justement les guidaient, voilà. Donc si vous voulez, on retrouve les images justement vraiment des choses importantes qui se sont passées sur le terrain, quoi, hein, effectivement. Parce qu'en fait, le but des Américains et donc des Alliés, c'était de voir, parce que c'est déjà évidemment pas des gens du coin, d'aller voir sur place toutes les fortifications qui avaient été construites par les Italiens. Là, on voit une photo d'ailleurs où il y a une attaque, là. Oui, c'est ça. C'est celle-là, entre autres.
Alors, bon, je ne sais pas dans quelles conditions elle était prise, parce que c'est la montée d'accès au Chastellar. D'après les éléments que notamment le fond de la vallée, ainsi de suite, décrits, quoi. Et il y en a eu d'autres, donc c'est pas gênant, mais ça doit être le Chastellar, voilà. Et donc là c'était dans d'autres endroits, là c'est sur le plateau de Lutsch, c'est l'arrivée au village. Et de Maquisard. Ils ont beaucoup de cigarettes, hein, parce qu'effectivement il y avait des dotations importantes. Ça, je ne sais pas si c'était aussi décontracté que ça, hein, parce que ça devait être un peu plus tendu, mais c'est pas grave. Donc si vous voulez, c'est encore une fois des photos qui ont été prises avec justement des résistants italiens, des résistants français, quelquefois des volontaires isoliens qui les guidaient et tout. Et donc voilà, c'est des images extraordinaires. Il y a deux endroits, il y a trois en fait qui ont été vraiment très affectés. C'est d'une part donc le village d'Isola qui a été bombardé, qui a continué à être bombardé. Parce que ça je ne l'ai pas dit, mais effectivement, dès l'arrivée des Américains, entre autres, même légèrement avant, parce qu'ils savaient que le débarquement avait eu lieu, les Allemands ont bombardé le village d'Isola de façon forte, et à plusieurs reprises et de façon continuelle, on verra après. Et donc il y avait ça, le village d'Isola, il y avait le plateau de Lutsch qui est justement au-dessus du village, et le plateau d'Oron, un petit peu plus tard, donc début 45, le plateau d'Oron qui à l'époque était entièrement agricole, ou presque, et même si la station d'Oron a été ouverte en 1937, voilà. Donc, c'était un plateau qui est évidemment très facilement visé, parce que c'est assez haut, 1600 mètres, et qui était visible justement des crêtes, quoi. Et voilà. Et donc là où il y avait des résistants aussi qui étaient installés, voilà. Donc c'est vraiment les 3 points d'impact très forts. Voilà. Donc on retrouve là, en partie sur Isola, en partie sur Oron, encore une fois cette association des résistants, Maquisard. Et là, c'était les militaires français, après, mais un petit peu plus tard. Ce qui a causé comme dégâts la guerre, du coup. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelques éléments, évidemment, sur le plan humain, sur le plan physique aussi, donc du village. Et retracer les bombardements, c'était pas rien. Enfin, en tous les cas, c'était vraiment violent, c'était vraiment terrible. Et donc là, c'est les bombardements quelques jours après leur arrivée. Il y en avait eu un avant très fort qui avait fortement touché donc 60 maisons du village, quoi. La toiture explosée, enfin ainsi de suite. Et donc on voit bien sur ces photos, ça c'est des photos un petit peu après quand les Américains sont arrivés, donc des bombardements qui étaient sur le village, là. Donc là, et c'est très impressionnant. On arrive vers les derniers jours de combat. Voilà, c'est-à-dire que bon, donc pendant toute la période de 45, entre le début de l'année et puis évidemment la victoire, je cherchais le mot. La victoire donc du 8 mai, il y a eu la continuation des combats où peu à peu les Alliés sont arrivés à attaquer donc les ouvrages tenus par les Allemands et à les faire
partir. C'était un petit peu, justement après le débarquement de Provence, c'était un petit peu une situation qui s'était généralisée dans toute la région, bien évidemment. Et donc les combats étaient très forts. Et ici, plusieurs points ont été attaqués et vaincus. Et donc les Allemands sont partis à ce moment-là. Et donc le 26 avril 1945, une opération après donc justement après avoir donc vaincu les Allemands dans les ouvrages qu'ils tenaient, l'armée française a décidé de passer par le col de la Lombarde. C'est la première DFL, une armée qui, d'après les renseignements que j'ai, enfin le nombre de militaires qui sont passés par ici et par le col de la Lombarde était de l'ordre de 10 000, 12 000, quoi, hein. Donc important. Alors évidemment c'était en avril 1945, et c'était le printemps à peine, mais disons que c'était très enneigé. Et pour passer le col, c'était réellement un problème important d'organisation et de mesures. Et donc, pour pouvoir passer, évidemment, ils ont appelé des bulldozers de l'armée. Enfin, ils ont fait, comment dire, oui, à œuvrer. Effectivement, il y avait encore beaucoup de neige au col, en dessous du col, et ainsi de suite. Et ça a été une épreuve réellement difficile et importante. Voilà. Donc là j'ai retrouvé. Ça, c'est des photos justement de l'indication de l'Italie sur la piste, parce que c'était une piste, hein, qui accédait à Chastillon, qui était en fait actuellement Isola 2000, et en direction du col de la Lombarde. Et on voit effectivement que les militaires sont passés soit à cheval, soit à pied, soit en camion. Et là on voit les camions de l'armée française avec la croix de Lorraine. Là on voit une prise de vue dans le secteur avec tous les barbelés qu'il y avait, là, et on voit un extrait, là, justement, c'est pour dire l'importance de la protection par barbelé de tous les ouvrages, quoi, voilà. Donc, c'est un élément fort. Et donc, l'armée française, la première DFL, regroupant plusieurs éléments, donc il passait le col de la Lombarde et descendu dans la vallée de l'Astour. Et là, on voit une photo qui montre justement le climat de victoire et de satisfaction de la population, quoi, voilà. Et ça, c'est fort aussi comme photo, parce qu'on voit bien qu'effectivement, là-bas, ils souhaitaient aussi vraiment la victoire de la France, quoi, et des Alliés. Une commémoration, on va dire, passée. Oui, il y en a eu tout le temps. Enfin, je pense que depuis 1984, ça fait donc 40 ans après l'armistice, donc les Américains, je pense, sont venus régulièrement, en tous les cas, hein, régulièrement à Isola. Ils sont restés attachés à Isola. Énormément. Et donc, on a toujours eu comme principal interlocuteur Joe Cicchinelli, qui vraiment, donc c'est lui qui a pris l'appareil photo, enfin ainsi de suite, qui a reproduit enfin la situation, et qui est mélangé à d'autres, hein, bien sûr, mais il est venu tout le temps, quoi, voilà. Hein. Alors c'était quelqu'un qui était très attachant,
C'est lui qu'on voit là devant voilà. l'église avec un chapelet. Voilà, avec un chapelet, ce qui paraît, l'histoire qu'il faut raconter quand même, c'est que pendant sa période de guerre ici, hein, en montant sur le plateau de Lutsk, là où il a retrouvé des résistants, les bombardements ont atteint un petit édifice qui est un oratoire, et il s'est retrouvé comme ça, à ses pieds, évidemment effrayé, c'est certain. Il a vu par terre un chapelet qui, maintenant on sait, provenait de cet oratoire. Et il l'a pris, il a été considéré comme sauvé, vraiment de façon extraordinaire, quoi. Et certain, il a eu certainement peur. Et donc il l'a emporté avec lui, et il l'a expédié aux États-Unis, pareil dans le système de courrier qu'ils avaient. Et il a retrouvé cet ustensile donc religieux. Il a retrouvé quand il est retourné chez lui, quoi. Et ensuite, dans les années, alors donc là c'est 84, il a rapporté à Isola, justement, il a rendu évidemment à notre communauté. Et ce chapelet, on le voit d'ailleurs là, il est très fier, et ce chapelet est depuis exposé avec le drapeau américain à la chapelle Sainte-Anne, et à chaque fois évidemment c'était une cérémonie forte, quoi, quand il le revoit, C'est surtout Joux qui est resté attaché à Isola, parce qu'on le voit quasiment sur toutes les photos là. Oui, systématiquement, mais il est venu de façon très régulière, chaque année, ou pratiquement, et donc c'est quelqu'un qu'on a vu tout le temps et qui a eu un rôle très important, encore une fois, je le disais par rapport notamment à la prise du commandement allemand de Draguignan, ainsi de suite, et cette histoire d'appareil photo, quoi. Et effectivement, et là, donc c'est le 2019, c'est le 75e anniversaire, là c'est un point fort, dans lequel justement on l'a accueilli une nouvelle fois, et il y a eu une très belle cérémonie, une très belle aussi, où il y a une plaque pour le 551e donc de parachutistes toujours. Et il a dit, mais si je peux, je reviens, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, si je dois retourner en France, c'est à Isola que je viendrai. Voilà, donc c'est vraiment une épreuve, une marque d'attachement très fort qui nous a vraiment touché beaucoup, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais souligner.